fait d'une certaine façon l'essence des pratiques de police en situation coloniale, ce qui les différencie de la façon dont sont disciplinées, encadrées, contrôlées les personnes en métropole quand elles ont les mêmes conditions sociales, économiques, de classe, de genre, etc. On peut mettre au jour deux grandes spécificités du colonial policing. La première, c'est qu'il y a un surplus pénal et un surplus de violence dans le colonial policing. Autrement dit, des mêmes faits sont sanctionnés, mais sanctionnés sur le terrain par les forces de police elles-mêmes, sans qu'il y ait forcément de rôle de l'institution judiciaire, plus fortement aux colonies qu'en métropole. On a là quelque chose de très important qui s'accompagne d'un usage parfois débridé de la force, notamment dans le maintien de l'ordre, où les tirs dans la foule, voire l'usage de moyens aériens, sont tolérés, sont même considérés comme un répertoire en situation coloniale à partir de l'entre-deux-guerres. La deuxième caractéristique forte du colonial policing, c'est qu'on n'a pas affaire à un État policier, dans le sens où il n'y a pas des densités policières extrêmement fortes. Ce qui est important ici, c'est que les espaces où sont mis les moyens policiers sont des espaces qui se définissent par leur caractère européen. Autrement dit, ce sont les espaces où vivent les Européens, ou ce sont les espaces où il y a les intérêts économiques des Européens. Du côté des populations locales, il y a un grand retrait de la police, d'une certaine façon. Les attentes de police des populations locales ne sont pas satisfaites, car ce n'est pas le mandat policier dans ces colonies. Ceux qui sont appelés les indigènes sont considérés au mieux comme des informateurs, au pire comme des suspects. Cette suspicion, elle s'incarne dans le code de l'indigénat, dans l'Empire français. Le code de l'indigénat, c'est ce qui fait que si les empires coloniaux, et notamment l'Empire français, n'est pas un État policier, c'est un État de police. C'est un État de police dans le sens où il y a des dispositifs juridiques dérogatoires. À la fois dans ce qui est interdit aux personnes, notamment des déplacements, qui sont soumis à un certain nombre d'autorisations, mais aussi dérogatoires dans la façon dont les personnes sont sanctionnées, directement par des fonctionnaires, sans juge, et peuvent être conduites internées, sans décision de justice. Ce code de l'indigénat, c'est un terme qui résonne jusqu'à l'époque contemporaine, à la fois parce qu'il est l'incarnation, le souvenir noir de la période coloniale pour les habitants des territoires devenus indépendants. Mais ce code de l'indigénat, il a aussi été mobilisé dans une perspective militante en métropole pour dénoncer qu'un certain nombre d'héritiers de cette histoire coloniale soient toujours considérés comme des indigènes. Non pas en droit, mais dans un certain nombre de pratiques de police. En particulier dans la pratique de police du contrôle au faciès. Ce contrôle au faciès, qui d'une certaine façon est une exception française. Les policiers britanniques, allemands, quand ils viennent en métropole, sont stupéfaits d'observer la force, l'importance de ces contrôles et le ciblage de ces contrôles sur les personnes d'apparence arabe ou noire, comme l'ont démontré un certain nombre de collègues sociologues. Et l'histoire de ces contrôles d'identité, c'est l'histoire d'une migration coloniale, c'est-à-dire l'histoire de personnes qui sont venues en métropole alors qu'elles étaient françaises. Mais elles étaient françaises et indigènes. Donc elles n'étaient pas citoyennes ou sous-citoyennes ou citoyens diminués. Et comme ces personnes n'avaient pas de spécificité du point de vue de la police et des étrangers et de la police de l'immigration, il a été demandé à la police de les contrôler dans la rue. D'où, dès l'entre-deux-guerres, et plus encore après 1945, l'habitude des rafles et des contrôles au faciès, les deux termes étant utilisés, notamment le terme rafle, à la fois par la presse qui dénonce, mais aussi dans les archives de police elles-mêmes. Pourquoi cette pratique s'est-elle perpétuée après les indépendances? C'est parce que les nationalités ne se font ou ne se défont pas en un jour. Et qu'il a été demandé aux forces de police françaises, après les indépendances, d'appliquer une politique migratoire. C'est-à-dire qu'un certain nombre de populations qui étaient devenues indépendantes, par exemple les Algériens, étaient aussi devenus en grande partie indésirables.
comment la police pouvait-elle faire l'arbitrage entre des personnes qui étaient devenues algériennes, des personnes qui étaient restées françaises? La façon dont le départage s'est fait, c'est par vos papiers. Et donc ce dispositif des contrôles, dit des contrôles au faciès, qui aujourd'hui singularise la police française et rend si difficiles les relations avec les populations qui en sont les victimes, est un dispositif qui s'ancre dans une histoire coloniale longue, et l'histoire des polices en situation coloniale permet d'en retracer la généalogie.